On va essayer d'être aussi ponctuel et précis dans cette table ronde qui s'annonce très riche, qui va nous conduire jusqu'à 16 heures, avec un temps qui vous sera proposé d'échange, d'interaction, parce que c'est toujours plus riche. Ce matin, nous avons consacré la table ronde au diagnostic, à ce qui allait se faire, ce qu'il fallait faire pour que ce qui pourrait se faire. On va reprendre le cours de la table ronde qu'on a commencé à annoncer. Je disais ce matin, la première table ronde était consacrée au diagnostic, aux éléments de diagnostic, et puis aux questions inhérentes aux bifurcations, au règlement de ce vaste problème dans lequel nous sommes empêtrés. Cet après-midi, on va mettre la focale sur des sujets qui ont été abordés déjà un peu ce matin, mais de façon un peu incidente dans l'introduction ou même dans la table ronde, à savoir la question de l'insécurité et du conflit en Méditerranée à l'heure des changements climatiques. Et on a choisi 3 prismes très complémentaires. Enfin, ils nous semblent très complémentaires, et je pense qu'ils le seront. À savoir, si je fais bref, c'est la terre, la mer et les hommes et les femmes qui se déplacent. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va regarder voilà, ce qui se passe notamment sur le plan agricole et alimentaire. On a un peu parlé ce matin, mais on va aller plus loin dans l'explicitation de ce qui peut se produire, mais aussi peut-être voir comment cette situation inquiétante peut se traduire aussi par de la coopération, parce qu'il faut aussi avoir ça en visée, en dernière instance. On va donc commencer par la terre, ensuite on regardera en mer. Alors bien sûr, là, en mer, il y a plusieurs sujets. Et après, donc, l'agriculture, le pain en quelque sorte, on va regarder un peu les poissons avec les ressources halieutiques et voir en quoi le changement climatique a quelque chose à voir avec l'évolution de ces stocks. Et enfin, on finira par les hommes et les femmes qui se déplacent, c'est-à-dire la question des migrations dont on parle beaucoup. Donc 3 sujets qui ne sont pas directement uniquement liés au changement climatique. On est bien d'accord que la question de la sécurité alimentaire, elle est posée bien avant. La question de la pression sur les ressources halieutiques, elle était posée bien avant. La question des migrations, elle était posée bien avant. On va parler de la Syrie notamment. On a tellement dit que les migrations étaient liées à la sécheresse, mais elles étaient déjà bien entamées. Bon, bref. En tout cas, dans ces interventions que nous souhaitons relier, il y a en commun que ces situations de crise peuvent être aggravées par le climat. C'est ça qui va nous relier. Alors, pour parler de cela, nous avons demandé à 3 intervenants, experts de ces sujets, de vous présenter voilà, leur analyse. Et ça sera un petit peu organisé différemment de ce matin. Nous avons demandé plutôt aux 3 intervenants de présenter en un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas, voilà, les lignes de force de vos réflexions. Et puis, bien sûr, ensuite, il y aura tout un échange avec vous, parce qu'on veut faciliter des tables rondes où il y a de l'interaction au maximum. Alors, nous allons commencer avec Hélène Lemaitre-Curie, qui est donc directrice, alors je ne sais pas si on dit adjoint, bon, peu importe, de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, qui est un des 4 instituts que tu vas présenter, du CIAM, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, qui est une organisation de coopération en Méditerranée qui existe depuis 1962. Cela pour souligner l'importance de la coopération. Donc Hélène va intervenir d'abord. Ensuite, c'est Julien Panneger, qui est doctorant au laboratoire TELEM. Bon, tu nous diras ce que c'est l'acronyme peut-être, mais en tout cas, c'est l'université d'Aix-Marseille qui travaille sur la ressource halieutique. Et nous finirons par les hommes et les femmes avec Asaf Dardar, chercheur au CNRS,
qui travaille justement sur ces questions de déplacement, de migration, plutôt dans la région du Levant, du Proche-Orient. Voilà. Donc, sans plus tarder, Hélène, c'est à toi de jouer, si je puis me permettre. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur ce sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Donc, je vais commencer par quelques diapos pour en fait mettre en image des idées qui ont déjà été un petit peu développées ce matin et puis vous donner la mesure de l'ampleur des enjeux sur la sécurité alimentaire et de vulnérabilité alimentaire dans les pays du bassin méditerranéen. Je pense beaucoup au premier élément déterminant qui arrive avant le changement climatique, mais on l'a vu ce matin, qui est encore accentué par les questions de changement climatique, qui est la question de pauvreté des ressources en eau, qui est déjà très importante autour du bassin, et on l'a peut-être évoqué très récemment ce matin. C'est une des régions du monde où on sait que les questions de pluviométrie, et notamment les ressources de pluviométriques, vont diminuer avec le changement climatique. Donc on va à la fois avoir plus d'événements extrêmes, comme les épisodes de Cévenol que nous connaissons, et plus de périodes de sécheresse, ce qu'on constate déjà sur le bassin méditerranéen. Donc une zone dans laquelle la pauvreté en eau est déjà extrêmement importante, 60% de la population qui est exposée au stress hydrique, alors qu'on est à peu près à 35% au niveau mondial, et un phénomène qui va s'accroître. Alors on ne peut pas parler effectivement d'agriculture sans commencer par parler d'eau en Méditerranée, parce que l'eau est cruciale pour la réalisation de l'agriculture, mais aussi parce que les prélèvements en eau sont massivement orientés vers l'agriculture, entre 70 et 80% dans la région. Qu'on a pour l'instant encore un assez faible niveau de retraitement des eaux usées et qu'on anticipe un possible doublement des prélèvements d'ici 2050, à la fois pour des questions démographiques et pour des questions liées à la sécheresse et à l'augmentation de la température qui amène à irriguer des cultures qui jusqu'ici ne l'étaient pas et étaient parfois pour certaines des cultures traditionnelles de la Méditerranée. Deuxième aspect qu'on a rapidement abordé ce matin, la question du défi de la dépendance alimentaire dans la région, qui est déjà très importante avant même les phénomènes de changement climatique dont on a parlé, avec la région du monde qui est la plus dépendante des importations pour son approvisionnement en céréales. On voit ici que la France a une position un peu atypique, mais que le reste du bassin est très dépendant des importations. On estime qu'on a à peu près un tiers des importations mondiales de céréales qui se font vers la Méditerranée pour 7% de la population mondiale. Alors, les importations de céréales sont d'autant plus importantes que dans l'alimentation des pays du bassin méditerranéen, les céréales, et en particulier le blé, sont vraiment la base de l'alimentation. On pense au couscous, aux pâtes ou à d'autres produits traditionnels du bassin. Le blé est un produit extrêmement important qui représente dans des pays d'Afrique du Nord, par exemple, jusqu'à 40% des apports en calories. Mais on y pense moins, aussi jusqu'à 45% des apports de protéines. Donc on est vraiment sur des produits qui sont essentiels à l'alimentation des pays du bassin. Quand on regarde un petit peu, quand on s'intéresse aussi à d'autres produits qui sont très largement importés, comme le sucre et l'huile, on atteint là des niveaux dans certains pays, notamment d'Afrique du Nord, jusqu'à 2/3 de l'apport en calories. Donc, dans ce contexte-là de très forte vulnérabilité et de très forte dépendance à des produits importés, on est bien sûr face à une vulnérabilité très forte face à la volatilité des prix au niveau mondial. Et on illustre un peu par ces courbes ce qui s'est passé au niveau mondial et les crises qu'ont connues les marchés mondiaux, notamment de céréales, mais aussi de produits à base d'huile et de sucre depuis le début des années 2000 environ, avec une succession de 3 grandes périodes de crise qui n'étaient pas forcément liées au changement climatique, mais qui sont encore accentuées par des phénomènes climatiques. Qu'il s'agisse de phénomènes climatiques dans des pays qui sont largement
exportateurs, comme c'est le cas vers les années 2010, avec des sécheresses dont on a parlé ce matin en Russie, en Ukraine, qui exportent massivement vers la région, ou des phénomènes de sécheresse dans la région méditerranéenne, comme on les a connus ces dernières années, qui sont venus aggraver les conséquences des crises successives de Covid et de crises en Ukraine, et les tensions géopolitiques qui s'en sont suivies. Donc on a parlé de la dépendance aux importations. Pour illustrer un petit peu la dépendance face aux importations de la mer Noire et les impacts qu'ont pu avoir ces crises en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine, on voit qu'on a des grands pays de la région qui étaient, en tout cas avant la crise, très très largement dépendants pour leurs importations de blé des deux destinations que sont l'Ukraine et la Russie, et qui ont dû soit trouver des moyens de continuer à s'approvisionner depuis ces destinations. On a parlé de l'importance du corridor de la mer Noire, sur lequel la Turquie a joué un rôle très important, mais aussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc là, on voit le cas du Liban, qui était dépendant à plus de 90% de ces deux destinations pour ses importations de blé, mais c'était à peu près le cas de l'Égypte également, de la Libye et de la Tunisie. On a parlé beaucoup des questions de sécurité alimentaire sous l'angle quantitatif. Mais quand on réfléchit, et ça c'est un petit peu mon point de vue, quand on réfléchit aux questions de sécurité alimentaire et quand on essaye de trouver des solutions aux questions de sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne, c'est très difficile de poser seulement la question de la sécurité alimentaire sous l'angle des quantités de produits alimentaires consommés et notamment des quantités de blé, de sucre ou d'huile consommées comme on en a parlé tout à l'heure. Ces produits, qui sont des produits de base de l'alimentation, ils ont été très fortement appuyés par un ensemble de politiques alimentaires. C'est une question de survie sociopolitique pour certains pays que d'appuyer un approvisionnement régulier dans ces produits clés. Et on l'a vu en période de crise, qui a nécessité une mobilisation politique très forte pour continuer à sécuriser les approvisionnements. On a aussi dans la région, en même temps, une problématique de sécurité alimentaire qui est liée à la qualité de l'alimentation. Alors on vante partout dans le monde, on continue à louer les effets très bénéfiques de la diète méditerranéenne, mais de facto, quand on regarde la consommation actuelle dans les pays méditerranéens, on a des déséquilibres alimentaires qui sont extrêmement importants, avec autour de la Méditerranée des pays qui sont parmi ceux qui ont le plus fort taux de mortalité lié aux problématiques d'obésité. On a eu dans la région méditerranéenne une augmentation très rapide des phénomènes d'obésité sur les dernières décennies, et on atteint des taux records d'obésité dans des pays par exemple comme l'Égypte ou le Liban, avec une obésité qui touche particulièrement les femmes, et on atteint des taux qui peuvent aller jusqu'à 40% d'obésité. Avec aussi, donc la courbe du bas montre la progression dans le temps, donc sur 15 ans, des taux d'obésité des adolescents, et on voit que cela augmente très vite, avec pratiquement un doublement sur 15 ans dans certains pays du bassin. Donc une problématique de sécurité alimentaire qui doit se décliner en termes quantitatifs, bien sûr, et de sécurisation des approvisionnements de produits importés, mais qui doit aussi se décliner en termes qualitatifs si on veut trouver des solutions durables. Pour ce qui est de l'agriculture qui est réalisée au sein du bassin, donc qui représente quand même pour beaucoup de pays du bassin une ressource majeure, on a une agriculture qui, face au changement climatique, on l'a vu, augmentation des températures, augmentation très importante des aléas, des phénomènes de sécheresse, une agriculture qui est moins productive, plus gourmande en ressources, notamment plus gourmande en eau et en sol, avec des sols qui se dégradent. Sur cette carte, c'est une carte qui est déjà un petit peu ancienne, mais qui montre bien ce que nous disent les études scientifiques de l'évolution prévisible des rendements dans la région méditerranéenne suite aux phénomènes de changement climatique multiples. Donc, selon l'augmentation de la température, certaines études, pour certaines régions, bien sûr, on a une déclinaison territoriale qui varie, estiment des pertes de rendement qui vont jusqu'à 30%
pour 2 degrés d'augmentation de température et jusqu'à 60% pour 3 à 4 degrés d'augmentation. Des cultures qui sont vraiment compromises, comme le maïs en culture pluviale, dont sont très dépendantes par exemple les activités d'élevage. Des phénomènes de variabilité accrue, une grande susceptibilité aux phénomènes extrêmes comme ceux qu'on a connus cet été, que ce soit des sécheresses, des incendies ou des inondations. Des phénomènes importants de salinisation des eaux et des sols dans les zones de delta, dans les zones côtières, mais aussi dans les zones qui aujourd'hui sont des zones pionnières où on cultive sur la base de forages profonds qui exploitent des nattes fossiles qui sont parfois elles-mêmes déjà salinisées. On a aussi des phénomènes avec l'augmentation de la température de diffusion de certaines maladies et ravageurs qui étaient avant plutôt caractéristiques des zones tropicales et qui se diffusent dans la région méditerranéenne. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, un phénomène d'irrigation de plus en plus généralisé des cultures traditionnelles comme les olives et la vigne qui vient accentuer les problématiques que l'on connaît. Donc ça, c'est juste une carte qui montre un peu les conditions de production de blé dur l'année dernière et l'année dernière. Donc toutes les zones rouges sont des zones où on a eu un échec des productions de blé dur, le blé dur étant une culture traditionnelle très très importante de la Méditerranée. Et ces situations de culture complètement dégradées viennent au moins pour la seconde année successive dans certaines de ces régions et sont de plus en plus fréquentes, comme on l'a vu ce matin. Face à ça, les pays réagissent. Donc on a une région qui est très active au niveau de la coopération internationale sur le changement climatique, avec la plupart des pays qui ont adhéré très tôt à l'accord de Paris, qui ont accueilli 4 des conférences climat les plus récentes. On a des pays qui ont adopté des contributions déterminées au niveau national suite à l'accord de Paris, donc des accords volontaires, des programmes volontaires, dans lesquels un ensemble de thématiques ont de l'importance, mais l'agriculture tient une place particulièrement importante, notamment la question de l'adaptation au changement climatique en agriculture, qui a une place très forte dans les programmes. De facto, on a aussi des systèmes agricoles qui sont déjà en train de se transformer. Denis Lacroix en parlait ce matin, notamment dans les zones de delta du Nil. La question qui se pose, la question de l'adaptation, en fait, ce qui est important de poser comme problématique, ce n'est pas de savoir si on s'adapte ou si on ne s'adapte pas. L'agriculture devra s'adapter. Elle s'est toujours adaptée, elle devra s'adapter. Quand on est sur des cycles de production annuels, l'adaptation va parfois très vite. La question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on est en train de s'adapter vers les bons systèmes agricoles pour demain. Et de fait, on a eu une adaptation qui aujourd'hui a surtout pris la forme d'une mobilisation plus importante de ressources. Plus de barrages, plus de mise à disposition d'eau, plus de forages profonds, plus de sols conquis sur des territoires arides. Et la question, est de savoir jusqu'où on va pouvoir aller dans ces adaptations, avec de nouvelles formes de semences, plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes à la salinité. Mais de fait, est-ce que ces solutions, jusqu'où vont permettre de nous accompagner ces solutions dans un contexte, on l'a vu ce matin, qui change extrêmement vite. Au sein du Centre agronomique méditerranéen de Montpellier, donc on travaille sur un ensemble de solutions et à partir, je résume un petit peu ces questions, ces priorités autour de 3 idées. La première, c'est d'arriver à anticiper en trouvant des paradigmes qui maximisent l'utilisation efficace des ressources et pas seulement la mise à disposition de ressources nouvelles, avec des solutions qui sont davantage basées sur les écosystèmes, sur la nature, sur une revitalisation de la diète méditerranéenne, notamment par des politiques qui l'encouragent. On pense aux politiques agricoles quand on parle d'agriculture, mais de fait, de nombreuses autres politiques interagissent avec les politiques agricoles, qu'il s'agisse de politiques alimentaires, de politiques commerciales, de politiques de recherche, par exemple. Une deuxième dimension très importante, c'est celle d'arriver à favoriser une véritable
transformation des comportements dans la durée par un ensemble d'instruments de politique qui soient bien articulés entre eux et qui aillent vraiment de la parcelle jusqu'au consommateur. On l'a vu avec le Green Deal en Europe, mais il y a le même besoin dans les pays méditerranéens d'arriver à impulser une véritable transformation des comportements en s'intéressant à tous les acteurs et en agissant à tous les maillons de la chaîne. Et le troisième élément, c'est de savoir comment arriver à faire travailler ensemble des acteurs qui sont tous concernés pour arriver à co-construire des solutions qui soient adaptées à chacun des territoires, puisqu'il y a une très grande diversité de territoires et de situations autour de la Méditerranée. Donc, dans ce contexte, le centre agronomique, l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, du SIAM, travaille vraiment avant tout sur la façon d'appuyer la transformation vers une agriculture plus durable en luttant contre tous les gaspillages, en renforçant la diète méditerranéenne, en développant l'agroécologie et en investissant avec les populations les plus jeunes sur les territoires fragiles pour prévenir les risques et arriver à gérer les tensions. Juste deux exemples qui illustrent un petit peu cette dynamique. Le premier exemple, c'est celui de plusieurs projets dans lesquels nous sommes impliqués au sud du bassin méditerranéen et qui visent à mettre en place des démarches d'adaptation qui partent des territoires et qui mobilisent l'ensemble des acteurs des territoires pour concevoir des solutions qui s'appuient à la fois sur les savoirs traditionnels, sur les techniques les plus modernes de la recherche, et sur une approche itérative de co-construction à l'échelle locale. Donc au niveau international, on appelle de plus en plus souvent ces démarches des living labs ou des laboratoires vivants, où des chercheurs, des agriculteurs, des petits commerçants locaux, des administrations techniques vont se retrouver autour d'un territoire pour essayer ensemble de co-concevoir des innovations, de les tester. Alors le SIAM, on travaille aussi beaucoup sur la modélisation, donc on modélise avec les agriculteurs la façon dont l'évolution future, notamment du climat et des conditions de marché, pourrait impacter les solutions qu'on développe aujourd'hui, et on travaille à les tester avec les agriculteurs et à enrichir à la fois ces modèles et ces solutions sur la base de cette expérimentation. Donc c'est une approche qu'on met en place dans le cadre d'un projet qui s'appelle SupMed en Égypte, au Liban, mais qu'on est en train de développer avec de nombreux partenaires dans le cadre d'un programme Horizon Europe sur tous les pays du nord de l'Afrique du Nord. Pardon. La deuxième dimension, donc la première dimension vraiment très importante pour nous, c'est l'innovation dans une co-construction qui respecte l'ensemble des acteurs concernés et qui tient compte de leur expertise. Le deuxième élément qui est très important pour nous, c'est aussi celui d'arriver à reconstituer des systèmes alimentaires locaux. On en parlera davantage si vous le souhaitez, qui s'appuient sur des chaînes de valeur plus courtes et qui innove aussi bien au niveau technique qu'au niveau social. Et puis finalement, il y a un troisième niveau qui est très important et que je vais juste illustrer par une expérience, mais je pourrais revenir un petit peu ici. C'est vraiment celui du partage d'expérience, parce que l'on travaille sur l'agriculture ou sur toute autre question d'adaptation au changement climatique en Méditerranée, on est pauvre en ressources naturelles, mais il y a extrêmement de richesses en ressources humaines, en capacité à innover, en inventivité. Il y a énormément d'expérimentation. La question n'est pas celle de l'expérimentation ou de l'innovation, mais vraiment celle de la montée en puissance de ces innovations, arriver à les mettre en réseau et arriver à faire travailler ensemble des réseaux d'acteurs qui sont très différents, qui ont des profils extrêmement différents. Donc c'est le cas, par exemple, de l'un des projets que l'on appuie sur l'agroécologie, qui vise à mettre en place un réseau méditerranéen sur l'agroécologie, mais qui associe dès le départ des ONG, des praticiens des territoires, avec des institutions de recherche et de formation supérieure.
C'est aussi le cas du réseau de partage d'informations sur les marchés agricoles, MEDAMIN, qui existe depuis 2014, qui a été mis en place par les gouvernements suite aux grandes crises alimentaires dont on parlait tout à l'heure, et qui vise vraiment à partager des méthodologies, à partager des informations pour permettre aux acteurs de réagir plus rapidement aux aléas du marché, et qui là aussi se veut multi-acteurs, c'est-à-dire associant à la fois de plus en plus des porteurs d'informations ou des bénéficiaires de l'information, qu'ils soient publics ou privés, et qui, et pour nous c'est très important, travaillent en relation étroite avec d'autres organisations internationales qui ont un mandat complémentaire, donc comme l'Union européenne, la FAO et le Conseil international des céréales. Voilà, merci. Alors, contrairement à ce que j'avais annoncé, non, le temps que Julien Panager se prépare, peut-être déjà une interaction avec la salle, une question, mais après, vous aurez tout loisir de revenir dessus. Y a-t-il un micro qui circulerait pour déjà prolonger ce que vient de dire Hélène sur l'état de la nature, l'état de l'agriculture et surtout les perspectives de coopération, ce qui se fait déjà. Voilà, donc peut-être une question comme ça. Oui, peut-être, oui, s'il y a un micro. Et puis on va passer à Julien en suivant, mais ne soyez pas frustrés, votre tour reviendra plus tard. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de reconstitution des systèmes alimentaires locaux? Donc je trouve cette démarche très importante. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un exemple pratique que vous avez mené? Merci. Alors, pas forcément un exemple qu'on a mené, parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires et on aime bien aussi mettre en avant ce qu'ils font. Mais il y a par exemple au Maroc un réseau qui s'appelle le RIAM, qui travaille sur l'agroécologie et qui a développé quelque chose qui s'est développé dans d'autres régions du monde, mais qui est particulièrement important de développer en Afrique du Nord, qui s'appelle les systèmes participatifs de garantie, et qui travaille aussi bien avec les agriculteurs qu'avec les consommateurs à redéfinir ensemble quelles sont des conditions de production qui sont durables et qui répondent aux attentes de consommateurs qui sont largement des consommateurs urbains, mais qui sont suffisamment proches de l'activité agricole pour avoir un regard éclairé sur ce qui se fait et pouvoir négocier des formes de contrats avec les producteurs en discutant à la fois des conditions de production, de la qualité des produits, de la nature des produits, et qui arrivent à le faire ensemble, à le contractualiser ensemble et à développer ainsi un système local de production. Ces systèmes locaux de production, ils posent beaucoup d'enjeux et pour nous, les enjeux alimentaires et les enjeux agricoles sont vraiment très, très interconnectés. On peut penser par exemple au cas des légumineuses dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais tout ce qui est les cultures de légumineuses étaient extrêmement importantes dans l'alimentation en Afrique du Nord et on voit qu'elles ont largement diminué un peu partout. Et on ne voit pas de transition vers une agriculture plus durable d'un point de vue écologique et un système alimentaire qui soit aussi mieux équilibré sans retrouver, par exemple, redonner de l'importance à ces cultures des légumineuses. Et ça peut se faire, entre autres, en renforçant le lien entre consommateurs, producteurs, en retrouvant des recettes de la diète traditionnelle, comme ça a pu se faire au Maroc, en les revalorisant et en mettant ensemble ces différents éléments. C'est ce qu'on essaye de faire avec le projet Natae, où on essaye de porter ces innovations et de voir quels sont tous les appuis à tous les maillons de la chaîne qui sont nécessaires pour que ces innovations fonctionnent et se développent. Oui, juste une dernière question en lien. Est-ce que dans ce projet, vous cherchez à récolter des graines de variétés anciennes perdues, qui ont été perdues en fait, mais qu'on peut retrouver pour éviter Monsanto et compagnie? Alors, ce n'est pas directement notre responsabilité, mais par exemple, sur le projet Natae dont j'ai parlé, un des partenaires clés, c'est l'ICARDA,
qui, lui, a fait tout ce travail pour retrouver des graines. Il y a un très beau film qui le décrit, hein, notamment sur comment est-ce qu'ils ont réussi à sauver les collections qui étaient à Alep, et fait tout ce travail pour conserver des variétés traditionnelles locales et arriver à les revaloriser et à les utiliser dans des rotations qui soient à la fois plus durables et plus résistantes au changement climatique. Donc on ne le fait pas directement nous, mais on travaille directement avec des partenaires qui le font et on les associe dans nos projets. Merci beaucoup Hélène d'avoir fait cet éclairage sur l'agriculture dont la situation est aggravée par le changement climatique, d'avoir aussi introduit les différentes facettes de la sécurité alimentaire, la sécurité qualitative étant souvent passée sous les écrans radars. Donc merci, et doublement merci parce que tu as éminemment respecté le temps qui t'a été imparti, donc ça c'est bravo. Double bravo. Sans plus tarder, vous aurez l'occasion, parce que je sens bien qu'Hélène a plein de choses à dire, elle a plein de choses en magasin, et vous avez des questions, ça c'est évident. On reviendra vers Hélène tout à l'heure. Julien donc Panager va, lui, faire un pas de quatre côtés. Il va aller dans la mer, dans l'eau, vers les ressources halieutiques. Et là encore, voilà comment cette situation des ressources halieutiques peut-elle être aggravée par le changement climatique et quelles adaptations, réponses éventuelles pour atténuer cela. Voilà, merci. Donc Julien, voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, merci Pierre pour l'introduction. Donc, comme Pierre le disait, je vais vous parler moi des ressources halieutiques en Méditerranée, c'est-à-dire les ressources utilisées dans le cadre de la pêche, les ressources marines. Rapidement pour me présenter, du coup, je suis doctorant en première année en géographie au laboratoire TELEM d'Aix-Marseille Université. Moi, ma thèse porte sur les pêcheurs de loisirs, donc dans le golfe de Marseille et le golfe de Naples. Donc je ne travaille pas trop sur les pêches professionnelles, mais j'ai eu le temps de travailler dessus lors de mes études, et notamment quand j'avais fait le magistère de l'IREMO il y a 3-4 ans. J'avais travaillé sur un conflit de pêche dont peut-être je pourrais vous parler plus tard, qui a lieu entre l'Italie, la Tunisie et la Libye à propos d'une espèce de crevette. Mais du coup, dans le cadre de cette présentation, je vais aborder essentiellement quels pourraient être les défis à venir pour les systèmes de pêche méditerranéens, où ils se situent, en s'intéressant du coup aux différents effets du changement climatique. C'est un sujet qu'on pourrait traiter longuement, donc j'ai choisi de cibler quelques points. Je pourrai après ensuite aborder les autres points dans des questions par la suite. Oui. Et du coup, là, juste quelques mots sur cette photo, parce que bon, je ne vais pas vous faire un diapo de toutes les photos de mes voyages, mais celle-là, elle est assez intéressante, parce qu'on voit des ancres qui sont disposées, qui sont rouillées, qui ne sont plus utilisées, dans un bâtiment qui est désaffecté, qui est en ruine. C'est une photo que j'ai prise à Favignana, qui est une île située à l'ouest de la Sicile, au large de Trapani, qui vivait jusqu'à il y a 20-30 ans de la pêche du thon, avec une technique ancienne qui s'appelait la madrague et dont on voit les restes ici. Tout ça pour vous rappeler que bon, le thon s'est effondré, donc il y a eu à la fois une perte pour les pêcheurs de entre guillemets rendement, mais il y a aussi eu des innovations technologiques au niveau des bateaux de pêche avec l'arrivée des seineurs thoniers, etc. Tout ça pour vous rappeler que les changements, ça impacte les sociétés humaines, ça impacte les territoires, ça impacte la terre, parce que désormais Favignana, qui était une île qui vivait avec dont 1000 personnes à peu près travaillaient autour de cette technique et de cette pêche du thon, aujourd'hui est entièrement dédiée au tourisme, donc il y a eu une perte aussi de population, etc. Alors rapidement, parce que je ne suis pas climatologue ou quoi, mais je vais rapidement revenir sur quelques manifestations qui me semblent importantes du changement climatique en Méditerranée. Donc on le sait plus ou moins tous, mais la Méditerranée c'est un hotspot, on l'a dit, du changement climatique, mais aussi de biodiversité, parce que c'est 18% des espèces marines connues, dont près d'un quart qui sont endémiques, mais c'est en même temps une mer qui est pauvre en termes de quantité de rendement, donc une belle richesse au niveau de la diversité et de la qualité, mais assez pauvre. Et le changement climatique, et notamment là, je voyais deux cartes sur la gauche, qui sont la carte d'en haut qui montre, la légende est là, l'augmentation de la température de l'eau par an, donc en termes de degrés Celsius, et on voit déjà une première différence entre le bassin oriental et le bassin occidental de la Méditerranée. Tout ça pour vous parler de deux phénomènes
qui vont être importants. Le premier, c'est la méridionalisation, c'est-à-dire ce sont des espèces qui étaient présentes essentiellement dans le bassin oriental est de la Méditerranée qui vont migrer dans le bassin occidental. Donc on va avoir une arrivée de nouvelles espèces. C'est déjà d'ailleurs le cas, on voit de plus en plus de barracuda, de tassergales, etc., d'espèces qui étaient avant plutôt présentes quand même dans les eaux chaudes de la Méditerranée. Et le deuxième phénomène relié à ce réchauffement climatique, enfin au réchauffement des eaux de surface, c'est la tropicalisation de la Méditerranée orientale. La Méditerranée orientale se réchauffe plus vite et du coup il y a une arrivée d'espèces qu'on appelle halogènes, invasives, comme on veut, mais qui proviennent de la mer Rouge et de l'océan Indo-Pacifique. On appelle ça des espèces lesceptiennes. Désolé, je bute à chaque fois sur ce mot. Mais tout ça pour dire qu'elles passent par le canal de Suez et qu'elles arrivent en Méditerranée orientale et que certaines s'y plaisent bien jusqu'à perturber les écosystèmes et mettre en péril certains systèmes de pêche, comme on le verra plus tard. Donc là, je vais vous parler de deux phénomènes que les scientifiques mettent en avant, en tout cas projettent pour les années futures, qui me semblent importants. Le premier, ce sont les petits et moyens pélagiques qui vont être très très impactés par le réchauffement des températures de la surface. Donc les pélagiques, pour ceux qui ne savent pas trop, je vous l'ai mis là sur la gauche, ils sont situés en haut de la colonne d'eau. Généralement, on fait la distinction des espèces suivant leur position dans la colonne d'eau. Donc c'est tout ce qui est sardines, thon, maquereaux, etc., qui sont des espèces qui se déplacent en banc, assez présentes en Méditerranée occidentale. Et ce sont des espèces qui sont très très sensibles aux conditions hydroclimatiques en surface. Donc quand on voit un réchauffement des eaux en Méditerranée occidentale, ça pose problème pour ce type d'espèces. On parle même couramment il y a plusieurs études qui montrent que la taille des sardines a diminué d'au moins 20-25%. Donc, à la limite, quand on voit ça, si les sardines, les pélagiques, etc., n'étaient pas prises en compte de manière importante dans les systèmes de pêche, ce ne serait pas très, très important d'un point de vue, ce serait important du point de vue de la biodiversité, de la richesse du milieu marin, mais pour les hommes, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça au niveau conflictuel ou insécurité. Or là, je vous ai mis je vous ai mis les 10 premières espèces en termes de tonnage, donc pas en termes de valeur, qui sont pêchés en Méditerranée. Et les 4 premières, presque 50%, sont des espèces pélagiques. On voit que du coup, 22% des débarquements totaux sur la moyenne 2018-2020, c'est des données de la FAO, ça concerne la sardine. Donc ça va être un grand problème quand on sait que ça va poser problème quand on sait que une majorité des systèmes de pêche dépendent de ces espèces-là. Je vous le disais, c'est d'autant plus vrai pour le bassin occidental. Là, je vous ai mis la répartition des navires de pêche qui ciblent en majorité les poissons pélagiques. Et on voit que plus de la moitié sont présents en Méditerranée occidentale. Surtout, l'Algérie saute aux yeux quand même, avec plus d'un tiers des flottes de pêche destinées à la pêche des petits pélagiques. Pas forcément pour son marché intérieur, parce qu'il faut savoir également que les petits pélagiques sont quelquefois, même très souvent, utilisés dans le cadre de la production de farine et d'huile de poisson pour nourrir l'aquaculture. Donc c'est ce qu'on appelle la pêche minotière. Il y a une espèce qui est célèbre, qui est l'anchois du Pérou, qui est située au large du Pérou, mais il y a également les petits pélagiques de Méditerranée. Donc dans une optique où les discours portant sur la sécurité alimentaire se basent essentiellement sur la mise en place d'aquaculture, la question des petits pélagiques va poser du coup question pour alimenter cette aquaculture qui explose, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la Méditerranée. Il me semble qu'il y a 20 ans, le total des espèces de poissons, en gros, qu'on capturait, qu'on produisait, entre guillemets, plus de 99% provenaient de la pêche. Maintenant, en Méditerranée, c'est 70%. Dans le monde, c'est pas loin des 50%. Donc voilà, on a une grande prise d'importance à ce niveau-là. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, du coup, qui concerne, entre guillemets, un peu plus le bassin oriental, quoique on a quand même des espèces envahissantes sur nos côtes, c'est le problème des espèces halogènes. Donc, je crois qu'il y a à peu près 1000 espèces halogènes maintenant présentes en Méditerranée. Certaines s'intègrent assez bien aux écosystèmes présents. Certaines sont également valorisables d'un point de vue commercial. D'autres non. Donc là, je vous ai donné 2 exemples d'espèces qui sont assez connues. Hop, je suis désolé, je bois un peu d'eau.
Alors la première, qui à première vue pourrait représenter une opportunité, c'est Calinectes sapidus, donc c'est un crabe bleu. Celui-là, il est arrivé pas forcément enfin, c'est jamais à cause du changement climatique, pardon, mais il est arrivé, lui, par le trafic maritime dans les années 2010 en Tunisie. Notamment, il s'est beaucoup diffusé au large, autour des îles Kerkena. Ce crabe, il est arrivé dans un écosystème qui était déjà fragilisé par les pratiques de pêche illégale des chalutiers, etc. Donc il a plus proliféré. Mais lui, il a eu un avantage, c'est qu'il est très très prisé d'un point de vue alimentaire, il est très très bon. Les marchés asiatiques sont quand même friands de cette espèce, et surtout, il a un rapport entre sa masse et la chair qu'on peut manger très très intéressant, de l'ordre de 30 à 35% de chair qu'on peut manger au niveau du poids. Donc c'est une espèce qui est, comme je le répète, très intéressante, sur laquelle la Tunisie, mais également l'Union européenne, mise sur sa pêche pour exportation et également pour l'intégrer aux traditions culinaires de la Tunisie. Donc il y a tout un développement de politiques publiques mises en place, on finance des usines de traitement, etc. L'Union européenne se mêle au projet. L'espèce est tellement intéressante qu'on a érigé une statue sur les îles Kerkena en l'honneur du crabe bleu. Enfin, il y a tout un programme qui est mis en avant, il y a un festival du crabe bleu. Enfin, c'est une énorme manne. Le problème étant quand même que, moi je sais, mon directeur de thèse travaille beaucoup dessus parce que c'est peut-être une opportunité, mais ça a été également la possibilité de mettre en place une économie capitaliste au niveau de la pêche dans ces îles Kerkena qui avant avaient une majorité de pêche traditionnelle où les pêcheurs étaient quand même propriétaires de leurs moyens, ils étaient patrons pêcheurs, comme on dit. Maintenant, ce sont des employés, les femmes qui avant étaient intégrées à la construction de NAS, etc., pour les écosystèmes pour pêcher. Bon, maintenant, on travaille dans les usines de traitement de ces crabes avec des horaires. Donc voilà, c'est en même temps une opportunité, mais toutefois nuancée. L'autre espèce, elle, par contre, est pas aussi sympathique que le crabe bleu. C'est le Lagopcephalus scélératus, dont j'ai pris une parmi d'autres. C'est une espèce de poisson ballon. Donc elle, par contre, elle vient des eaux de l'océan Indo-Pacifique et des eaux chaudes aussi de la mer Rouge. Elle a été sillannée, je crois, pour la première fois dans les années 2000, vers la Turquie, la Grèce, Chypre, etc. Sauf que cette espèce, elle est non seulement très prédatrice, elle mange plein d'espèces de poissons, que ce soit des dorades, des petits sards, etc. Et surtout, elle cible énormément les seiches et les poulpes, qui sont des espèces très recherchées par les pêcheurs de ces régions. Donc elle est prédatrice. Elle a très peu, voire pas du tout de prédateurs, donc elle se plaît très très bien dans les eaux, jusqu'au point de représenter, d'être maintenant parmi les 10 espèces les plus pêchées en termes de quantité par les pêcheurs de ces régions-là. Et surtout, on ne peut pas la manger parce qu'il y a une neurotoxine dont même on n'a pas d'antidote, donc il y a quelques morts, il y a des cas de pêcheurs ou de pêcheurs de loisirs qui les pêchent et qui meurent ensuite à l'hôpital. Donc voilà, on peut rien en faire si ce n'est constater les dégâts, donc elle perturbe les écosystèmes. Il y a même eu à Chypre, c'est un gros problème, les pêcheurs font quoi remonter, et du coup l'Union européenne maintenant indemnise les pêcheurs pour la pêche de cette espèce à hauteur de, je crois, 3-4 euros le kilo, mais du coup pour les inciter à quand même pêcher cette espèce pour empêcher son développement. Donc voilà un des impacts que peut avoir le changement climatique à la fois sur les systèmes de pêche, mais aussi sur la sécurité du coup alimentaire aussi des populations locales. Rapidement, je voulais revenir sur quelques facteurs qui me semblent importants de vulnérabilité des systèmes de pêche vis-à-vis du changement climatique. Le premier, c'est le développement récent, ces dernières années, assez important du secteur de pêche par les pays de la rive sud. Là, sur ce graphique, vous voyez que maintenant, c'est à peu près la moitié des débarquements. Avant, c'était un peu plus de 10%. Donc, ils ont quand même développé leur secteur de pêche à un moment où la ressource n'était pas non plus abondante, mais il n'y avait pas tout ce discours sur l'état des stocks dramatiques, etc. Donc maintenant que plusieurs stocks sont menacés, qu'est-ce qu'on va faire de ces secteurs de pêche développés ? Comment les pays du Sud vont gérer ça ? Encore plus dans un espace partagé, même s'il y a la mise en place de ZE, de zones économiques
exclusives qui font qu'il y a des juridictions. Enfin, quoi qu'il en soit, pardon. Pour une compétition, il y a d'autant plus de navires maintenant pour une ressource d'autant plus rare. Là, c'était juste une illustration cartographique pour que vous preniez conscience du phénomène. Maintenant, il y a une répartition plus ou moins homogène des débarquements de pêche en Méditerranée, donc un équilibre qui s'est créé, bon, avec quelques puissances comme l'Italie, bon, qui étaient impliquées dans le conflit, etc. Le deuxième point, c'est qui est assez important d'un point de vue de la sécurité, de la conflictualité et surtout de la sensibilité des systèmes de pêche au bouleversement du changement climatique, c'est la diversité des espèces pêchées. Parce que quand on a des systèmes de pêche qui dépendent de quelques espèces, s'il y a des variations ou des stocks qui s'effondrent sur ces espèces, directement, les effets se font ressentir. Là, je vous ai montré du coup le top 3 des espèces pêchées dans les différents bassins, donc Adriatique, Méditerranée occidentale, centrale et orientale. Et on voit que la Méditerranée occidentale et la mer Adriatique, pardon, leur système de pêche repose sur quelques espèces, dont la sardine, à la différence des deux autres bassins, pardon, qui ont ce qu'on appelle une pêche multi-espèces, avec des pêches artisanales, du coup, qui ciblent plusieurs espèces et peut-être moins sensibles aux variations. Et le dernier point sur lequel je souhaiterais... Okay. Le dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est l'augmentation de la consommation des produits de la mer, bon, qui est continue depuis les années 60 dans le monde, et aussi l'augmentation de la part des produits de la mer dans l'apport en protéines. On dépend de plus en plus du poisson. Là, je vous ai mis un graphique avec ce qu'on appelle un indice Bassan en 1960 et l'augmentation de l'approvisionnement en produits de la mer. Donc c'est en kilos par an et par individu de plusieurs pays. Et on voit que les pays de la rive sud consomment de plus en plus de poissons. Après, bon, il y a toute la méthode mise en place pour faire ce genre de graphique qui peut amener à des variations, mais le fait est que les pays du sud consomment de plus en plus de poissons. Et là, je vous ai mis une petite carte aussi pour montrer la consommation des produits de la mer en Méditerranée, avec bon, le nord comme on peut s'y attendre, mais les pays du sud qui quand même dépendent, comme je le dis, de plus en plus des produits de la mer. Voilà. Merci de votre attention. C'est plutôt bon. Merci Julien. Même exercice que tout à l'heure qui nous permet de préparer Asaf. Oui. Alors, tout à fait. On va prendre une question de la salle sur ce que vient de dire Julien. Je crois qu'il y a un doigt qui se lève là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour votre communication. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec vos histoires de crevettes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette crevette en Méditerranée centrale, s'il vous plaît? Ça fonctionne, c'est bon. D'habitude, je prends quelques heures pour parler, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être assez court. Non, si vous voulez, après faire des recherches de votre côté sur Internet, ça s'appelle la guerra del pesce en italien. Ça concerne une espèce de crevette qui est le gambero rosso. C'est une grosse crevette qui a une énorme valeur marchande, dans le sens où elle peut valoir jusqu'à des centaines d'euros au kilo. Elle est très prisée. C'est une espèce de crevette du coup à haute valeur marchande et qui est pêchée essentiellement par la Sicile, par des flottes de pêche installées à Mazara del Vallo. Donc en fait le conflit, si vous voulez, il y a des morts, sachez-le, il y a eu quelques morts, il y a plein de séquestrations de bateaux de pêche siciliens par les autorités tunisiennes et libyennes. C'est des problèmes en fait de bateaux siciliens qui vont pêcher dans les zones, etc. Parce que comme je vous l'avais montré, par exemple, dans les années 70, on voit que l'Italie, c'est 52% du total débarquement. Du coup, l'Italie, la Méditerranée, c'est un véritable lac pour elle. Donc, il y a eu le temps de se mettre en place des habitudes de pêche, d'aller chercher des zones très très loin, etc., dans des zones au large de la Libye, au large de la Tunisie, même jusqu'en Grèce, à l'époque où ces pays-là ne se préoccupaient pas des masses de leurs ressources halieutiques. Donc en fait, il y a eu toute la construction d'habitudes de pêche sur la base de stocks qui, à la mise en place de zones de juridiction nationale avec la ZEE, ne leur appartenaient plus. Le problème étant que ces territoires-là, je parle de Mazara del Vallo, la Sicile, etc., ils se sont construits sur la base de stocks qui maintenant ne leur appartiennent plus. Il y a toute une économie qui est mise en danger. Du coup, ils continuent quand même à aller pêcher, cette crevette rouge en particulier,
au large de ces zones, et pour protéger leurs ressources halieutiques, mais en même temps en monnaie d'échange, on va dire, les autorités tunisiennes et libyennes, enfin maintenant beaucoup la Libye quand même, arrêtent les pêcheurs, les arraisonnent, des fois tirent dessus, et souvent, des fois les séquestrent. Par exemple, là, il y a 2 ans, il y a eu 18 pêcheurs de Mazara del Vallo qui ont été séquestrés 108 jours en Libye et qui ont été libérés en échange de la libération de footballeurs libyens retenus en Italie, parce qu'ils étaient accusés de faire partie des réseaux de trafic de migrants. Donc c'est aussi une façon de peser diplomatiquement. Voilà, je ne sais pas trop si... Mais après, je ne veux pas non plus que vous pensiez qu'il y a une logique nord-sud dans ce que je viens de dire non plus. C'est essentiellement une question halieutique quand même. Enfin, bon. Oui, merci. Alors, il y aura une autre question. Vous la poserez après. Merci, tu la poseras après, excusez-moi. Voilà, ça permet aussi à Assaf de se préparer. Merci Julien, là aussi, double merci pour la clarté du propos. On sent bien que tu es frustré sur la question, tu as dû t'arrêter là. Sur le et double merci parce que tu as respecté aussi le temps. Et pour finir cette première partie, donc avec Assaf Dardar, après l'agriculture sur les terres, la mer et les poissons qu'on en extrait, les hommes et les femmes qui circulent, plutôt dans la région du Levant, du Proche-Orient. Donc Assaf, c'est à toi de vrai. Merci. Donc c'est pas ce diapo-là. Tu commences pas sur le même cliché, non? Ça serait bien. Non, ça c'est celui de Julien. C'est pour ça que tout à l'heure je le changeais. Il est sur le... Ah bah ouais. Avec Google. Non, je croyais qu'il y avait un système que je ne comprenais pas. Non, c'est moi le système qui ne comprend pas. Donc c'est bon, on ne va pas utiliser le joker de la question, on y reviendra après. Oui, c'est bon, merci. Bon, c'est bon? Oui, alors merci. Mon PowerPoint bug un peu, donc je vous préviens que des fois il va sauter, je ne sais pas pourquoi. Donc je m'appelle Assaf Dardar, je suis géographe au CNRS à Montpellier, au laboratoire Ardev. Je vais présenter ces enjeux-là, donc les enjeux migratoires que j'ai étudiés depuis le début des années 2010, sans jamais les étudier du point de vue des questions environnementales, mais les enjeux environnementaux reviennent régulièrement et reviennent d'autant plus aujourd'hui avec une déstabilisation complète de la région et une précarisation d'un grand nombre d'habitants en lien avec les conflits. Je vous en parle aussi avec un petit peu plus de bouteilles, puisque dans le cadre d'un séminaire qu'on organise à Montpellier, Ecomig, je travaille avec Clara Julien, qui, dans le cadre d'une autre équipe au sein de l'Institut Convergence Migration à Paris, a une équipe qui s'appelle Climig. Et donc, on a monté un séminaire en partenariat, migration et environnement. Et donc, il y a déjà eu des interventions, si vous souhaitez les écouter, qui sont en podcast sur le site d'Ecomig. Donc, je fais la promotion du séminaire. Donc, il y a eu une intervention sur le delta du Nil, par exemple, avec Florian Bonnefoy, Clara Julien sur le delta du Mékong, ou Zenia Filipenko qui a travaillé sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on ne l'a pas appelé migration et climat, puisque la démarche était de dire que le climat, c'était à la fois une cause et une conséquence de situations multifactorielles. Et notamment, les migrations sont une très bonne entrée pour voir dans quelle mesure l'environnement, dans sa globalité, va intervenir, perturber, transformer des déplacements, et que aussi les déplacements sont des mesures d'adaptation à un environnement en dégradation. Donc c'est là où, d'un point de vue politique, à chaque fois quand on présente la migration comme une crise ou un problème à résoudre, on voit dans quelle mesure on chinte, ou en tout cas on met de côté la capacité des populations à s'adapter à des situations par le mouvement.
Et d'une certaine manière, je reviendrai sur le territoire que vous avez évoqué tout à l'heure en introduction, pour dire que le territoire, c'est à la fois l'espace et le temps, mais que c'est aussi le mouvement. C'est la transformation de l'espace en permanence. Et qu'il n'y a pas mieux que le Proche-Orient, et le Moyen-Orient, mais le Proche-Orient en particulier, pour l'analyse de l'espace, façonné par le mouvement, puisque c'est une région qui, depuis aujourd'hui plus d'un siècle, naît des départs. On parle souvent des diasporas libanaises, syriennes, les Turcos qui partaient en Amérique du Sud, etc. Mais on parlait rarement et des déplacements au sein de la région, mais aussi des personnes qui venaient s'y installer. Autre élément intéressant aussi pour évoquer la région aujourd'hui, c'est la question des inégalités. Et donc là, je vous en parlerai avec cette perspective d'une géographie sociale qui se veut critique, et notamment sur les questions du Moyen-Orient, puisqu'on a, et encore plus aujourd'hui, et ça devient assourdissant et on ne parle plus d'autre chose, c'est qu'on a l'impression que la région s'entre-déchire pour des questions religieuses, alors que si on essaie un tout petit peu de prendre un petit temps de réflexion et un petit pas de côté, et comme l'ont montré les travaux notamment de l'équipe de Piketty et notamment Lydia Aswad, le Moyen-Orient est la région la plus inégalitaire au monde. Et les inégalités, dans plein de régions, on en parle pour l'Afrique du Sud, pour les États-Unis ou ailleurs, sont un facteur déterminant et très structurant pour comprendre la conflictualité des sociétés. Et c'est étonnant parce qu'on ne l'utilise jamais comme un argument pour essayer de comprendre aussi la conflictualité au Moyen-Orient. Et c'est un enjeu qui est d'autant plus prégnant aujourd'hui au regard des enjeux environnementaux, puisque on est dans des territoires où vous avez une très grande majorité de la population, et d'autant plus aujourd'hui en raison des conflits militaires, qui se trouvent dans des situations de précarité, et donc face à une situation environnementale dégradée, ont encore moins d'outils pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation avec laquelle ils doivent faire. Donc sur cette image, je vous présentais ces deux graphes tirés des travaux donc, de l'équipe de Piketty et notamment de Lydia Aswad, qui montrent ces inégalités avec une comparaison peut-être que vous ne voyez pas bien. L'Europe est en jaune, le Moyen-Orient est en rouge. Et donc, vous voyez que, par exemple, 50% de la population au Moyen-Orient détient moins de 10% des richesses, alors que 10% de la population, donc la plus riche, détient plus de 60% des richesses. Et puis, c'est encore le cas pour le pourcentage de la population la plus riche, qui détient à peu près 30% des richesses à l'échelle du Moyen-Orient. Il y a bien sûr des écarts nationaux qui sont très importants. Le Liban, qu'on a évoqué tout à l'heure, fait partie des pays les plus inégalitaires, où le petit pourcentage de milliardaires détient quasiment 40% des richesses. Et ça me faisait penser à la discussion de ce matin, avec l'histoire du colibri, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour moi, cette question des enjeux environnementaux, elle se pose aussi à l'aune des enjeux d'inégalité sociale extrêmement marqués. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, je pense que les principaux pollueurs, ce sont le 1% le plus riche, et notamment quand on observe la situation de crise que peuvent vivre le Liban, la Syrie ou l'Irak. Effectivement, la question de la pollution ou des impacts environnementaux, ce ne sont pas les populations déplacées à qui il faut en parler. Et donc, comment ça se matérialise, ces inégalités ? Elles se matérialisent notamment avec des écarts de niveau de vie qui sont extrêmement élevés. Si on se place à l'échelle du Moyen-Orient, comparer le niveau de vie d'un Qatari avec celui d'un déplacé syrien, on est dans un rapport de 1 à 90 000. Donc il n'y a pas de commune mesure, et donc cette région est dans un éclatement certes politique, mais aussi dans un éclatement social avec des formes de vie, des paysages, des sociétés qui sont matérialisés par ces différences et ces contrastes extrêmement marqués. Autre élément sur lequel je voulais revenir, et aussi qu'on a évoqué ce matin et que Pierre Blanc a évoqué, notamment en parlant de la Syrie, mais c'est vrai pour toute la région. Vous ne le voyez pas peut-être non plus
ici, mais donc c'est l'état de la démocratie dans le monde et l'état des institutions, la nature des États. Et en l'occurrence, au Moyen-Orient, on est véritablement dans un trou noir politique, avec des institutions qui, quand elles fonctionnent, se font à destination d'un nombre extrêmement limité de la population. Et quand elles ne se font pas, comme c'est le cas dans des pays qui sont complètement faillis, comme le Liban, la Syrie, l'Irak, etc., ce sont des institutions qui ne sont plus en mesure de proposer des formes d'adaptation à la population, qui, elle, finit par bricoler aussi des formes d'adaptation, que ce soit par le mouvement, mais aussi par une transformation de leurs habitudes, que ce soit d'un point de vue agricole, mais aussi dans des régions urbaines, dans des territoires urbains où on essaye de faire avec de nouvelles situations, notamment de très fortes chaleurs, de très fortes aridités, parce que ce sont des populations qui vivaient déjà dans des situations, dans des contextes de très forte aridité. Et donc cette question du politique et de l'inégalité face à des institutions politiques qui ne sont plus en mesure de proposer un projet collectif, de proposer à une société une perspective d'adaptation. Pour moi, c'est un des enjeux principaux dont il faut tenir compte pour parler du réchauffement climatique d'un point de vue plus environnemental, autrement dit plus multifactoriel. Une fois dressé ce sombre tableau, je vais continuer avec à le peindre en noir, puisque effectivement la question des mouvements au Moyen-Orient, c'est l'histoire des camps. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, l'idée c'était un petit peu de plus me focaliser sur cette question-là, pour voir en gros dans quelle mesure cette région qui est désormais largement structurée ou déstructurée par les déplacements de population est en mesure de s'adapter au réchauffement climatique ou pas, parce que finalement on est déjà dans des situations de très très forte précarité. Donc ça, c'est une carte que j'ai tirée du livre qui a été coordonné par Michel Agier, Un paysage global de Caen. Vous voyez qu'on a une disparité nord-sud très marquée. Au nord, ce sont les petits points noirs, ce sont les centres de rétention administrative. Donc là, on est dans le cadre d'une politique migratoire. Et puis au sud, que ce soit sur le continent africain, dans le monde indien ou au Proche-Orient, ce sont les camps de population déplacée. Et on va plus s'intéresser à cette région-là, en tout cas pour vous dire qu'on est vraiment... Alors, on parlait du hotspot méditerranéen pour le changement climatique. Là, je vais parler du hotspot moyen-oriental pour les camps de déplacés. Alors, c'est une histoire longue, puisqu'elle a commencé avec le génocide des populations arméniennes et syriaques dans l'Empire ottoman. Je fais une petite publicité pour un roman que je viens de découvrir de Yann Manouk, L'Oiseau bleu d'Erzurum. La suite vient de sortir, qui raconte l'histoire de ce génocide et qui a largement façonné ce qu'on appelle le Levant, les premiers clans de déplacés, des populations qui ont été soit massacrées sur place, soit pendant leur déplacement, et sinon qui ont été mis dans le désert syrien ou qui ont réussi, pour d'autres personnes, à rejoindre des localités palestiniennes, libanaises, syriennes. Voilà. Et donc les premiers camps de déplacés sont ces camps arméniens qui se sont prolongés dans le temps et qui, d'hiver en hiver, se sont transformés pour certains en véritables quartiers. Et c'est une histoire qu'on va renouveler avec le déplacement des populations palestiniennes à partir de 1947 et surtout à partir de la création de l'État israélien en 1948. Certains camps arméniens, d'ailleurs, comme au sud du Liban, vont devenir des camps palestiniens. Donc on a vraiment une généalogie de l'histoire des camps. Et aujourd'hui, ce sont dans beaucoup de villes, alors quand ils n'ont pas été détruits, comme le camp de Yarmouk à Damas, sont de véritables quartiers de villes comme Beyrouth ou Amman. Et ce ne sont plus des camps, comme vous pouvez le voir en bas, avec des tentes, mais ce sont des camps qui ont une histoire de 75 ans. Autrement dit, ce sont de véritables quartiers, et des quartiers qui vivent dans une très forte précarité et donc de ghettoisation, d'un processus de ghettoisation des populations qui s'est accéléré à partir des années 90. Et donc ça pose la question de l'adaptation de ces espaces avec toutes ces techniques architecturales nées d'une précarité à la transformation de l'environnement et notamment au réchauffement. Par exemple, dans des villes comme Beyrouth où actuellement l'été, la température descend rarement en dessous des 30 degrés.
Donc voilà, ce sont aussi des enjeux dont il faut tenir compte par rapport à ces questions de précarité sociale, statutaire, mais aussi architecturale, dont on parle assez peu. On n'a pas fini, puisqu'après les déplacements des populations palestiniennes, ce sont les déplacements des populations irakiennes, qui ont commencé notamment avec la guerre Iran-Irak, qui ont continué par la suite jusqu'au dernier conflit, et également, du fait de l'effondrement des institutions irakiennes, mais aussi des politiques de l'État irakien qui ne tient pas compte des transformations environnementales ou alors avec le peu de pouvoir qu'il a, on a des situations de sécheresse, d'extrême aridité en Irak et qui vont créer d'autres types de déplacements à l'intérieur même de l'Irak. Et c'est notamment le cas des marais de cette zone qui est du delta, donc au sud-est du pays. Alors ça, c'est l'image qui bug. Ça va bouger dans quelques secondes. Donc les déplacements de population en Irak sont bien sûr à l'origine comme ailleurs, de nouveaux camps de déplacés et qui vont ponctuer notamment le territoire irakien, mais qu'on va aussi retrouver en Syrie durant les années 2000, avant que le conflit syrien lui-même n'éclate. Et donc là, c'est l'élément qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la question des sécheresses et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être un facteur déclencheur de conflit. En l'occurrence, des travaux comme ceux de Francesca de Châtel ou de Myriam Ababsa, pardon, je confonds les Myriam, ont montré qu'effectivement, il n'y a pas de lien de cause à effet entre une situation de sécheresse, un déplacement de population dans un territoire et un conflit à venir. C'est à replacer dans un contexte environnemental multifactoriel. Et en l'occurrence, si on prend le cas de la Syrie des années 2000, on a affaire à une situation de sécheresse extrêmement forte qui vient s'ajouter à une situation d'aridité déjà existante, mais qu'on ne peut pas décorréler d'une contre-réforme agraire avec une situation de dérégulation du foncier, mais aussi de l'accès à la ressource en eau, et puis à une libéralisation du régime syrien qui fait qu'on se retrouve face à des situations d'injustice extrêmement marquées et de populations qui sont obligées de se déplacer. Et donc on a estimé que jusqu'à peu près 1 million de Syriens se sont déplacés à l'intérieur de la Syrie entre 2006 et 2010 pour fuir des situations de précarité, puisque finalement leurs activités agricoles n'étaient plus viables, n'étaient plus vivables. Et donc là, on a affaire à un premier phénomène de déplacement qui n'est pas lié à un conflit en lui-même. Mais en 2011, effectivement, on a le soulèvement populaire syrien qui va lui donner lieu ensuite à un conflit et qui va beaucoup affecter notamment les quartiers informels des villes qui vont se soulever prioritairement et qui seront aussi réprimés prioritairement par le régime syrien. Donc on a une situation de précarité déjà en amont. Et puis en aval aussi, puisque finalement, aujourd'hui, on a la Syrie, c'était à peu près 25 millions d'habitants en 2010. Sur ces 25 millions d'habitants, on a quasiment 6 à 8 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du territoire syrien. Et vous avez 6 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie elle-même. Ces populations, mis à part celles qui ont pu venir s'installer en Europe ou ailleurs, vivent pour beaucoup dans des situations de très forte précarité, notamment au Liban, mais aussi en Syrie même. Et ces populations donc, subissent le dérèglement climatique, que ce soit par des situations de très forte chaleur ou à l'inverse, des situations de tempête et des phénomènes d'inondation comme on a pu voir dans la région de Idlib, où sont parqués 3 millions de Syriens coincés entre d'un côté le régime syrien et de l'autre la Turquie. Donc la situation de vulnérabilité, elle est elle-même multifactorielle et bien sûr renforcée par le déplacement. Cette situation de vulnérabilité, on la voit donc en Syrie même, mais aussi dans les camps ou les formes d'habitat précaire que vont établir les populations dans leur déplacement à l'étranger. Et c'est notamment un travail que j'avais réalisé au Liban,
en contexte rural. Je reviendrai tout à l'heure sur le contexte urbain, mais de voir comment, du fait de leur précarité statutaire, des rapports de domination qui sont extrêmement marqués avec la population libanaise, ces personnes vont pouvoir s'établir dans des baraquements faits parfois de tentes, et puis progressivement monter des parpaings. Et en fait, ces habitations-là sont extrêmement vulnérables, ouvertes, ou en tout cas subissent la transformation du climat, qui par exemple cet été a été extrêmement chaud, notamment au mois d'août, où on a atteint des chaleurs nocturnes records de 35 degrés, et qui montaient la journée jusqu'à 45 degrés. Et effectivement, là, vous êtes dans des situations qui ne vous permettent pas de vous adapter et de transformer l'habitat, puisque vous ne vivez pas chez vous, et que les propriétaires sont généralement très regardants sur la transformation de l'habitat par les occupants syriens, qui sont indésirables, bien que très utiles à l'économie libanaise. Et puis là, c'est justement sur les contextes plus urbains, puisque dans des villes comme Beyrouth, on a de nombreux quartiers, existent de nombreux quartiers informels qui sont soit nés des conflits libanais des années 70-90, ou alors qui sont venus se développer après, à partir des années 90, avec une paupérisation d'une partie de la population, une paupérisation d'une partie de la population palestinienne. Et une bonne partie des quartiers de Beyrouth sont devenus tellement inaccessibles pour le citoyen lambda, qu'il soit libanais, palestinien ou syrien, que les camps palestiniens ou d'autres quartiers informels à côté sont devenus des lieux de logement recherchés par la population. Or, ces quartiers sont des quartiers d'extrême précarité, la marginalité y est très forte, et puis l'accès aux ressources, à des ressources en quantité, mais aussi en qualité, est devenu extrêmement problématique. Aujourd'hui, une bonne partie de la population des quartiers informels de Beyrouth, par exemple, pour l'accès à l'eau, donc font face à beaucoup de coupures d'eau. Et quand cette eau arrive, c'est une eau salinisée, puisque une bonne partie de la ressource aquifère, non, on ne dit pas aquifère, si, aquifère, a désormais été polluée par l'eau de mer qui a infiltré les nappes existantes. Donc, c'est une situation qui place la région en ébullition, et dire qu'il ne s'est rien passé, c'est faux. Et effectivement, les révoltes arabes ne sont pas terminées. Il y a une conscience politique qui naît à chaque soulèvement, mais la situation politique et des régimes politiques qui sont des régimes de force, comme vous le disiez tout à l'heure, font que toute velléité de transformation sont pour l'instant restées lettre morte, et on a des sociétés qui sont de plus en plus inégalitaires et qui poussent les personnes à partir, puisque finalement, localement, la situation est devenue quasiment invivable. Merci beaucoup, Assaf, pour ce raccrochement de la problématique des migrations qui vient de bien plus loin, dans cette région en particulier, avec la question du changement climatique. Pour être juste, parce que j'ai quand même le souci de la justice, une question d'abord pour Assaf, et après, vous pourrez reposer toutes les questions que vous souhaitez. Alors, pour qu'il y ait un équilibre dans les paroles, est-ce qu'il y a une question directement sur ce que vient de dire Assaf? De toute façon, après, vous aurez tout loisir. Oui, un micro ici. Et après, on va regrouper ensuite, une fois que Assaf aura répondu, que monsieur aura posé la question, que Assaf aura répondu, on prendra 2-3 questions, on va les grouper, et ensuite on les distribuera, on distribuera les paroles. Oui, monsieur. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais juste aimé savoir s'il existe des évaluations chiffrées du nombre de personnes qui pourraient s'être déplacées principalement, parce que généralement les causes d'un déplacement, elles sont multiples, en raison de problèmes climatiques. Est-ce qu'il y a la moindre tentative de début d'évaluation du nombre de personnes concernées ou pas du tout? Mais à quelle échelle, pardon? À l'échelle de la région. On va dire, Proche-Orient, quoi. Alors, je pense que toi, tu es plus calé que moi. Je ne sais pas si... Je sais moi, pas, peut-être qu'il n'y en a pas, il n'y en a probablement pas, même, mais bon, c'est... Ce que j'ai lu pour préparer un petit peu cette présentation, donc c'est des chiffres, par exemple en Syrie,
où on estime que sur la crise de 2005-2010, on a à peu près 1 million de personnes qui sont retrouvées déplacées, mais par une multiplicité de facteurs, hein. Il n'y a pas que l'environnement qui rentre en ligne de compte. Côté irakien, il n'y a pas longtemps, j'entendais une émission très intéressante sur France Culture avec Marcel Bazin, si je ne dis pas de bêtises, sur les fleuves. Il y a toute une série sur les fleuves, et donc il parlait du Tigre et de l'Euphrate, et il parlait de cette zone des marais, où aujourd'hui, du fait de l'assèchement des marais, de l'impossibilité politique à répondre à la situation de crise agricole en lien avec la sécheresse, pareil, on est à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes qui ont quitté la région et qui viennent grossir les quartiers informels des villes où ces personnes se retrouvent du fait de l'impossibilité de pouvoir perpétuer leur pratique agricole et leur mode de vie. Je pense que du fait de cette multifactorialité, on a du mal à estimer qui bouge, combien, pourquoi. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui rend un petit peu obsolète ces catégorisations quand on parle de réfugiés climatiques, réfugiés politiques, migrants, parce que finalement, on bouge toujours pour plusieurs raisons et que ces raisons s'entremêlent les unes aux autres. On a tendance à vouloir dire qu'on a le bon migrant et le mauvais, pour suivre mon regard. Mais en l'occurrence, voilà, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, et donc je pense qu'on l'a plutôt bien montré depuis ce matin, le climat intègre une multiplicité d'enjeux et qui fait qu'on est dans l'incapacité, je pense, directement à pouvoir donner un chiffre sur le nombre de personnes qui bougent en lien direct avec le climat. Oui, et pour compléter, avant de passer aux questions, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Assaf, mais tu m'as un tout petit peu interpellé. Par exemple, sur la Mésopotamie, pour avoir pas mal travaillé sur l'Irak, l'assèchement des marais est en partie lié au changement climatique, mais il est en très forte partie lié à des décisions unilatérales d'États en amont, la Turquie, qui fait ce qu'elle souhaite, maintenant que la Syrie est exsangue et que l'Irak est tout autant exsangue, mais l'Iran aussi, qui prélève, ponctionne beaucoup d'eau dans le Karun, c'est un fleuve qui donne sur le Châtel arabe. Et donc, effectivement, l'assèchement des marais est lié au changement climatique, mais beaucoup à des décisions unilatérales qui relèvent de l'hydrogémonie dont on a parlé. Donc c'est très complexe et ça va dans le sens de ce que dit Assaf. On ne peut pas vraiment distinguer dans les migrants ce qui serait strictement lié au changement climatique. Ce qu'on pourrait identifier comme tel, ce sont plutôt ceux des îles du Pacifique qui sont, elles, menacées par le grignotage, la montée des eaux. Là, ça peut être plus directement lié à ça, encore qu'il faut être très prudent. Donc, il vous revient de continuer à débattre avec nos chers intervenants qui ont plein de choses à dire, parce que je les ai frustrés, je leur ai dit non, il faut. Donc, c'est une façon de compléter. Alors, 3 questions, pardon, oui. 3 questions qu'on va, et après vous verrez. Moi, c'était une question pour M. Panager. Donc, on a vu sur la cartographie du début du diaporama que la partie est de la Méditerranée était plus chaude que la partie ouest et se réchauffe plus. Donc, quand au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe, on a ouvert le canal de Suez, et donc il y a des poissons de la mer Rouge qui sont arrivés vers ici. Est-ce qu'on sait, c'est peut-être pas évident, différencier en fait cet apport de nouveaux poissons par rapport à ce qui se passe avec le changement climatique? Donc ce qui s'est passé du temps de l'ouverture du canal de Suez et aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît. Alors avant que Julien ne réponde, on prend 2 autres questions. Même s'il a déjà la réponse, ce n'est pas pour lui faciliter le travail. Mais alors... Oui, pardon. Oui, c'était une question pour Madame Lemaître-Curie. Par rapport aux actions et aux projets qui sont menés avec les pays notamment de la rive sud et de la rive orientale, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des organisations qui sont... Est-ce que c'est principalement des ONG, par exemple, ou est-ce que c'est aussi des organisations étatiques, d'autres centres universitaires, et comment est-ce qu'on fait pour travailler dans des contextes où
il y a une vraie déliquescence. Je pense au Liban, par exemple, parce qu'il y a toujours des fonds pour travailler avec des centres de recherche, la Tunisie et autres. Et une troisième? En attendant de passer le micro, j'en profite pour placer ma petite question pour Assaf. Est-ce que les personnes qui s'installent dans les camps de réfugiés au Liban ont accès aux services de l'UNRWA, même s'ils ne sont pas réfugiés? Alors stop, on reste là pour les... Alors, vous aurez... Non, la troisième question, on est strict. 3 questions. Tu vois, c'est pas la faute de monsieur d'ailleurs, mais il va la poser après. Alors, réponse aux 3 questions. Gardez le micro. Gardez le micro. Moi, non, mais allez-y. Moi, je vois que je fais autorité. Ça ne me gêne pas, d'ailleurs. Okay. Je vais faire vite. Moi, c'est pour Madame Lemaître-Curie aussi, ma question. En fait, je me demandais finalement dans quelle mesure... Voilà, on a beau essayer de développer l'agriculture dans ces pays, mais de toute façon, est-ce qu'elle est un minimum compétitif finalement contre l'agriculture qui vient d'Europe, qui est vastement subventionnée par les États riches européens? Et donc au final, est-ce qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu et est-ce que les gens pourraient vraiment commencer à consommer local là-bas? Voilà. Donc 2 questions pour Hélène, une question pour Assaf, une question pour Julien. On commence, comme tu as 2 questions, tu commences au moins par une et on reviendra pour la deuxième. Tu choisis. Je vais faire dans l'ordre. Hein. Est-ce qu'on arrive à travailler avec les pays de la rive sud? Oui, sur les exemples de projets dont je parle, on arrive à travailler avec les pays de la rive sud. Donc le SIAM, je n'ai pas beaucoup présenté ce qu'est le SIAM. C'est une organisation intergouvernementale qui a été mise en place en 1962 avec 3 objectifs. L'objectif de formation universitaire supérieure, de recherche et de coopération pour le développement. Ou de coopération. Et ce réseau, en fait, il est extrêmement ancien qu'on a avec les structures de la rive sud. On a beaucoup de nos étudiants qui viennent de ces pays, on a beaucoup de nos anciens étudiants qui sont dans les institutions, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou plutôt des ONG ou des programmes de coopération dans les pays de la rive sud du bassin. Et on arrive à travailler ensemble. Alors avec des difficultés qui peuvent être d'ordre administratif, mais qu'on rencontre aussi dans les pays du Nord. En ce moment, on met en place un des projets dont j'ai parlé, c'est un gros projet européen de recherche et de coopération dans lequel il y a 23 partenaires, dont des institutions de recherche et d'éducation supérieure de tous les pays d'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'à la Mauritanie, en passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Voilà, et on arrive à travailler ensemble, à monter ensemble des méthodologies, à les mettre en place sur le terrain, à ce qu'eux conduisent des expérimentations sur les territoires avec à la fois des partenaires associatifs et institutionnels. Mais c'est lié à un réseau de coopération très ancien, solide, et qui s'appuie à la fois sur des coopérations d'enseignement, de recherche et de plus de type développement. Tu répondras à l'autre question. Voilà, enfin, comme tu veux. De toute façon, mon avis n'a pas une grande importance. Alors, Julien ou Assaf alors, je vais juste, si j'ai bien compris votre question, vous essayez de demander s'il y avait l'arrivée d'espèces en provenance du canal de Suez au moment où il a été creusé. C'est plus ou moins ça, ou alors est-ce que, du coup, juste après qu'il ait été creusé. Sincèrement, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que les différentes espèces invasives qui commencent à poser problème pour les systèmes de pêche dans le bassin oriental, on les atteste depuis à peu près les années 2000 et ça devient à peu près un problème à partir de ces années-là. Donc j'en déduis que si ce n'était pas un problème avant et si les pêcheurs ne faisaient pas remonter ça, c'est peut-être qu'elles n'étaient pas du coup présentes, mais qu'elles le sont quand même de plus en plus parce que j'ai parlé du Lagopcephalus scelleratus, mais il y a aussi par exemple le lionfish qui est, enfin une des espèces de lionfish qui pose problème au niveau du Liban, etc. Qui est arrivé aussi, je crois, dans les années 2000. Il y a le poisson lapin. Alors je me rappelle plus du tout le nom lapin. Pardon, le nom latin. Et
Donc je pense pas. Et puis aussi, il y a peut-être un indicateur qui aurait montré l'arrivée d'espèces invasives à partir du moment où le canal a été creusé, ouvert, etc. Ce serait peut-être la cuisine. Peut-être que s'il y avait eu de nouvelles espèces, elles auraient été sûrement intégrées dans les comment on appelle ça, dans les traditions et dans les cuisines dans les recettes de cuisine traditionnelle. Or, je crois pas vraiment. Par exemple, moi quand je suis allé en Crète cet été, il y avait toujours du saumon, de la dorade et du loup au menu des restaurants. J'ai vu qu'un seul restaurant qui m'a servi du lionfish, sachant qu'il est pesté depuis peu. Donc voilà, j'imagine que c'est comme ça. Enfin, je sais pas si j'ai répondu du coup. Oui. Tu peux donner un élément par rapport à... Oui, bien sûr, avec plaisir. Par contre, il te faut un micro. Ouais. Sinon, on ne vous enregistre pas. En fait, pour que ça marche, pour que les poissons exotiques arrivent là, il faut deux conditions. Il faut le passage, donc ça c'est le canal de Suez, et il faut aussi que la température de l'eau soit suffisamment élevée. Et ça, c'est au 19e siècle, on était encore au petit âge glaciaire, c'était pas encore possible, et c'est arrivé progressivement après dans la deuxième moitié du 20e siècle, quoi. Alors par rapport à l'UNRWA, l'UNRWA accueille les populations palestiniennes et porte une assistance aux populations palestiniennes dans les camps. Ça, c'est un autre enjeu dans les camps et hors des camps. Mais en tout cas, là, dans le contexte de la guerre en Syrie, donc on a des populations palestiniennes qui sont venues de Syrie pour fuir le conflit syrien et donc qui se sont installées dans les camps palestiniens au Liban, avec de nouvelles difficultés apparues, puisqu'il existait des programmes humanitaires d'assistance aux personnes déplacées qui n'étaient destinés uniquement qu'aux Palestiniens de Syrie et pas aux Palestiniens du Liban. Et donc ça a créé de nouvelles tensions entre les populations qui vivaient parfois en bon voisinage, puisque par exemple beaucoup de Palestiniens du camp de Yarmouk de Damas sont venus s'installer à Shatila à Beyrouth. Et les populations de Shatila, au bout d'un moment, ont dit mais pourquoi est-ce qu'eux reçoivent tel type d'aide et pas nous, alors que nous sommes palestiniens également. Donc on a commencé à voir émerger ce genre de problèmes qui ont été lissés par la suite, puisque effectivement les tensions étaient de plus en plus importantes. Donc il y a eu un phénomène un peu de péréquation de l'aide, mais qui met malgré tout à l'écart d'autres populations, puisque les populations syriennes de Syrie ou les populations libanaises qui vivent dans les camps n'ont pas accès au même type d'aide, voire pas d'aide du tout. Donc effectivement, maintenant, dans ces quartiers, en fait, dans ces camps qui sont devenus des quartiers, on a des populations extrêmement marginalisées avec une myriade de statuts différents qui leur ouvrent des droits ou pas auprès des acteurs de l'humanitaire présent. Donc ça contribue à complexifier la situation et à créer des situations de tension d'autant plus grandes. Merci Asaf, merci à vous. Ah, Hélène, la deuxième question, pardon. Oui, je vais répondre aussi à la deuxième question. Donc, c'était sur la question un petit peu de la compétition des pays européens sur les marchés des pays d'Afrique du Nord. Je pense qu'il faut penser l'agriculture dans les pays d'Afrique du Nord de manière un petit peu plus globale. Il y a vraiment une question de savoir qui produit quoi, pour quel marché, avec quelles ressources en terre et en eau. Et je pense que vous avez tous vu des tomates ou des pastèques qui venaient du Maroc, qui sont des cultures qui sont extrêmement gourmandes en eau, qui peuvent aussi consommer un certain nombre de pesticides ou d'engrais. Voilà, c'est vraiment une question de choix stratégique aussi. Enfin, ça amène tout ce changement climatique à repenser certains choix stratégiques sur les productions qui sont prioritaires, les marchés qui sont prioritaires, la façon dont l'agriculture est gérée. Et je ne vais pas me permettre de parler des questions d'accès à l'eau et à la terre en présence de Pierre, mais je pense que voilà, il y a vraiment des questions de politique nationale et de géopolitique qui se posent sur le choix des productions, leur orientation et la façon dont on va accompagner les modèles d'adaptation pour demain. Et voilà, c'est une responsabilité collective, mais ce n'est pas seulement une question de compétition sur les marchés internationaux. Il y a vraiment une problématique de pénurie de ressources et de la façon dont on mobilise et on valorise au mieux ces ressources rares, même si on s'intéressait avant tout à la consommation nationale. Merci beaucoup à vous trois pour ces compléments. Donc,
on a du temps, et c'est très bien. Profitez-en. Donc, Christian, tu veux, parce qu'on a 4 micros, nous, ici. Tu en as? Donc, 3 autres questions. Merci. Alors, ma question s'adresse à Madame Lemaitre-Curie. Où est-ce qu'on en est sur la réflexion concernant, on va dire, un reboisement qui serait durable, peut-être sur les 2 rives de la Méditerranée, et puis à l'association de l'arbre dans une polyculture avec voilà, le blé, la vigne, etc., pour lutter face au réchauffement climatique. Voilà. Merci. Ah, monsieur derrière, c'est très bien. Oui, je voudrais savoir si au niveau du changement de l'agriculture, est-ce que l'on voit, on commence à voir des légumes qui étaient cultivés en Afrique du Nord et que l'on voit maintenant cultivés en France, le nord de l'Espagne ou même très haut, parce que j'ai même entendu parler des essais de pastèques dans le sud de la France. Une autre question? Merci, c'est juste une question donc à Monsieur Panager concernant la baisse des populations de poissons en Méditerranée, savoir si on avait des chiffres un peu globaux. En fait, bon, on a parlé de la baisse de la taille de la sardine, de la pas disparition mais de la raréfaction du thon. Voilà, savoir un peu où est-ce qu'on en était à ce niveau-là. Et je suppose que le réchauffement climatique, enfin au-delà des problèmes de la surpêche, aggrave encore les choses. Donc merci. Nos amis vont répondre. Oui, alors sur la place de l'arbre dans des systèmes durables, pour nous, c'est très important. Et plusieurs, je parlais tout à l'heure de zones de Living Lab ou de laboratoires vivants sur lesquels on travaille avec nos partenaires des pays du Sud qui sont pilotes de ces zones de co-construction avec les populations locales, les chercheurs locaux. Il y a plusieurs de ces zones dans lesquelles l'arbre a une place très, très importante, soit parce qu'il a continué à avoir une place très importante, soit parce qu'il retrouve une place importante sur certains territoires. Donc oui, c'est difficile de penser à des systèmes agroécologiques sans penser à la fois à l'agriculture, à l'élevage et à l'arbre. En général, on s'intéresse bien aux 3 aspects. Sur les questions de reboisement durable, c'est vraiment pas ma spécialité, en tout cas pas dans ces zones-là. J'ai plus travaillé en zone sahélienne sur les questions de reboisement et toutes les problématiques que ça peut poser dans des systèmes agro-pastoraux qui sont confrontés au changement climatique, avec vraiment une question de comment arriver à gérer des programmes de reboisement en tenant compte à la fois des ressources en sol, en eau, de la tenure foncière et de la façon dont sont gérées les pâtures dans des zones qui sont souvent agro-pastorales. Mais ça peut être le cas dans certaines des zones d'Afrique du Nord, mais je pense que c'est des problématiques qui étaient particulièrement fortes en zone sahélienne, où juste penser reboisement d'un point de vue technique était absolument impossible, où il fallait intégrer toutes ces dimensions de systèmes de production au sens large et toutes les questions sociétales qui pouvaient se poser autour de l'utilisation de l'espace, et y compris de la ressource arbre. Mais voilà, c'est des zones un petit peu différentes. Et pour parler des changements des zones de culture, je n'ai pas vraiment eu le temps de présenter des cartes qui présentent un peu cette évolution des zones de culture, mais de fait, on voit déjà des changements de zones de culture, que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe. On a la vigne qui monte, on a le maïs qui commence à disparaître de certains espaces, on a des essais, alors je ne sais pas particulièrement sur la pastèque, mais on a de plus en plus d'essais de culture de sorgho, qui vient plutôt des zones sahéliennes, mais qui est testé pour remplacer le maïs, notamment comme base fourragère. On a des zones dans certains territoires dans lesquels on travaille qui sont des nouvelles zones où le dattier devient productif, mais ne l'était pas. Et avec l'augmentation de la température, devient productif plus au nord. Enfin, on voit vraiment très concrètement sur les territoires sur lesquels on travaille la façon dont le changement climatique est en train d'impacter le type de culture, le type de semences et leur viabilité sur les territoires. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais
Voilà, c'est concret. C'est concret. Alors, Julien, oui, c'est ça. Asaf, tu n'as pas de questions, tu échappes. Tu peux répondre. Oui, pardon. Tiens. Oui, alors pour la question sur l'état des stocks en Méditerranée, déjà je précise que je ne suis pas non plus hyper spécialiste de ce genre de questions. Quoi qu'il en soit, déjà la première chose, c'est qu'il ne faut pas raisonner par type d'espèce, parce qu'un stock d'une certaine espèce pourra être, entre guillemets, en bonne santé dans une zone et pas dans l'autre. Donc souvent, ils sont évalués en fonction d'une certaine zone, donc c'est toujours à replacer pareil, dans une certaine zone. Vous avez parlé du coup certaines organisations comme la Commission générale des pêches pour la Méditerranée produit des suivis scientifiques de certaines espèces, en particulier, pas toutes à chaque fois, ils en ciblent certaines, dans certaines zones pour évaluer l'état des stocks avec une grille du coup différents indicateurs. L'UICN fait ça également. Moi, tout ce que je sais de mémoire, c'est le merlu en Méditerranée occidentale qui apparemment vit des stocks dramatiques. Il y a aussi les anguilles. Après, je ne sais pas du coup si votre question, elle sous-entendait le fait de... Parce que moi, on m'a déjà posé la question, quel type de poisson il faut manger pour manger durablement. Je ne sais pas si ça relie à ça ou si vous voulez juste savoir quels stocks étaient bien, pas bien. Je sais que le thon rouge, par exemple, je crois que les dernières évaluations sont plutôt très positives, puisque même les quotas qu'on donne aux États, que l'Union européenne accorde aux États côtiers ont augmenté, ont vu leur valeur augmenter, donc c'est quand même signe que les évaluations scientifiques donnent de bons résultats. Après, c'est toujours, même les scientifiques eux-mêmes le disent, c'est assez compliqué d'évaluer complètement l'état d'un stock. Puis ça dépend de l'échelle, etc. Par exemple. Enfin bon, voilà, je ne sais pas si j'ai un peu tourné autour du pot, je suis désolé. Mais... De nouveau, une nouvelle salve de questions. On va les épuiser, hein. Mais il faut quand même... Nous avons 10 petites minutes encore. Bonjour, merci de vos interventions. J'ai une question double pour Asaf et Hélène, pour revenir sur la notion de la ressource en eau. On tourne autour du pot depuis le début, mais Hélène, vous avez abordé au début de votre intervention 3% des ressources, et Asaf, vous avez abordé en une demi-phrase le problème de la salinisation des nappes phréatiques. Ma question elle est très simple. Sans eau, on ne fait rien, surtout dans une région comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Donc, face à ce constat du manque d'eau et de la salinisation des sols, est-ce qu'au SIAM, on réfléchit à des solutions dites durables de ces ressources qui peut se poser pour le Proche-Orient ou pour, en France, la Camargue, par exemple. C'est un gros débat en Camargue. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Quelles sont les pistes pour une utilisation de ces eaux qui tendent à disparaître dans le contexte qui a été abordé de la sécurité alimentaire? Et la deuxième question, elle est plus globale, peut-être plus pour Asaf, sur... face à des États faillis, je pense à la Libye, au Liban, comment répondre à cette adaptabilité du changement climatique? Je pense notamment à la Libye, qui a affronté une tempête absolument incroyable, Daniel. On considère que si le politique, donc l'État, avait été un peu plus présent, responsable, on ne serait pas arrivé à 10 000 morts dans une ville comme Derna, puisque les barrages ou les autres infrastructures auraient tenu. Donc ma question, elle est plus où se situe là le politique, la responsabilité de l'État pour faire face à des situations dont on a connaissance. Voilà, merci. Donc, 2 questions en une. Alors, on en prend une troisième. Madame. Bonsoir. J'aurais souhaité déjà d'une part de savoir Madame le maître Curie évoquait le réseau RIAM au Maroc, donc savoir comment c'est écrit. Et je m'intéresse à la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui se développe notamment à Montpellier, où l'expérimentation a été lancée.
et qui déborde, enfin, donc, et au gros collectif qui déborde, puisque des collectifs belges et suisses aussi, puisqu'on parle de bassin de production, si vous voulez développer d'ailleurs, plutôt que j'en parle davantage. Cette proposition que font les assemblées citoyennes. Voilà. Alors, on va essayer de rester concentré malgré l'interférence de l'autre salle qui parle de l'Océanie. Ça nous éloigne. Donc, des réponses aux questions Alors, sur la question de la ressource en eau, enfin, j'ai commencé la première diapo avec ça parce que c'est absolument fondamental pour nous. Et effectivement, on travaille en priorité à identifier des systèmes de production qui soient moins gourmands en eau, qui arrivent à mieux valoriser les ressources existantes et à optimiser ce qu'on peut faire avec les ressources qui existent sans nécessairement devoir en mobiliser davantage. Déjà, il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits par les pays pour mobiliser davantage de ressources. Nous, le travail que l'on fait se concentre largement sur mieux utiliser les ressources existantes en associant mieux les cultures, en entretenant mieux les réseaux, en étant dans le... Je montrais la diapo sur le SIAM. La première chose, première priorité, c'est d'éviter le gaspillage. Et quand on parle de gaspillage, il y a le gaspillage de ressources naturelles, il y a aussi le gaspillage de connaissances. Et pour faire ça, on va chercher des connaissances qui sont des connaissances... on essaie de combiner des connaissances scientifiques, ce que peuvent nous dire des instruments de mesure, et des connaissances traditionnelles sur des techniques qui sont très peu gourmandes en eau, qu'on essaye de réutiliser et de remettre dans un mix qui est co-construit localement. Donc c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure de l'évolution des zones de culture. Il y a aussi une évolution des savoirs et on a de plus en plus de questions qui nous viennent même d'opérateurs, du secteur privé du nord de la Méditerranée, d'agriculteurs eux-mêmes, sur des techniques qui sont déjà connues et utilisées au sud dans des conditions de pénurie qui sont très anciennes, parce que la pénurie, elle devient plus grave, mais elle est déjà ancienne. Donc il y a déjà un savoir sur la gestion de l'aridité qui est important et dont beaucoup d'acteurs du Nord pensent qu'ils peuvent bénéficier. Donc oui, c'est absolument central que de travailler sur à la fois comment est-ce qu'on évite d'accroître la problématique en surconsommant des ressources, ce qui va accélérer la salinisation, et comment est-ce qu'on diffuse des modèles qui sont moins gourmands en ressources. Cela dit, on parlait de la mobilisation, il y a plein d'autres mobilisations. Enfin, il y a des barrages, il y a une diffusion très très rapide de la désalinisation, il y a tout un travail autour de la réutilisation des eaux usées, alors qui peut être parfois faite, ça c'est aussi des systèmes de mauvaise adaptation. Il va y avoir toutes des zones entières d'agriculteurs qui réutilisent des eaux usées qui ne sont pas traitées et qui sont réutilisées de manière illégale. Donc c'est très important aussi d'accompagner ces zones sur comment est-ce qu'on arrive à développer des modèles qui à la fois travaillent sur la réutilisation, mais dans des conditions qui sont plus pérennes et sanitairement plus fiables. La deuxième question, c'était sur le réseau RIAM, donc ça s'écrit R-I-A-M, et sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant. Hein. Au SIAM de Montpellier, on a des personnes qui travaillent aussi sur les systèmes un petit peu alternatifs qui se mettent en place et les nouveaux modèles de rapports sociaux qui se construisent autour de l'agriculture. Donc le cas des systèmes participatifs de garantie du RIAM est un exemple. Il y en a d'autres. Et les efforts qui sont faits pour développer une sécurité sociale de l'alimentation, donc je ne sais pas si nos chercheurs travaillent déjà dessus, mais nos jeunes, donc on a eu récemment une présentation par les jeunes élèves anciens du SIAM, mais encore très jeunes, donc ceux qui sont sortis depuis 1 an ou 2, qui sont venus nous présenter les initiatives dans lesquelles ils croient pour l'avenir et dans lesquelles ils s'impliquent aussi parfois à titre personnel. La sécurité sociale de l'alimentation en faisait vraiment partie. Donc ça fait partie des nouveaux modèles qui font rêver, je pense, certains d'entre nous, mais aussi la nouvelle génération de nos jeunes diplômés. Voilà, et je pense que c'était l'ensemble des questions. Merci. J'ai pas beaucoup d'éléments
apporter par rapport à votre question. Effectivement, il y a la question de la gestion de l'eau, de la gouvernance de l'eau, et qui ne peut pas se faire sans acteurs publics, sans institutions qui soient en mesure de gérer, de construire des infrastructures, de faire en sorte que ces infrastructures soient pérennes et puissent redistribuer équitablement cette ressource existante. Et dans le cas du Liban, par exemple, cette ressource existe, avec malheureusement beaucoup de gaspillage. Donc la question, c'est comment on fait avec ce qu'on a déjà. Et dans le cas du Liban, on voit énormément de dérives du fait de l'absence d'institutions viables. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez avoir des personnes qui vivent dans un manque criant, qui sont dans un stress hydrique, et à côté, à 50 mètres, vous allez avoir un centre aquatique avec 50 toboggans. Donc on est dans un libéralisme qui fonctionne parce qu'il profite à certains, mais concrètement qui se fait au détriment de l'accès aux ressources de la majorité. Et on a pu assister à d'autres formes de conflits liés à l'eau du fait de la défaillance des autorités, puisque par exemple en juin, il y a des personnes qui en montagne ont été tuées du fait d'un conflit lié à l'irrigation d'une vallée où on a planté des poiriers. Le problème, c'est qu'il y a peu d'eau, et donc les cultivateurs de cette vallée sont allés planter des tuyaux au pied des névés pour récupérer l'eau. Et ceci vient se greffer sur des tensions déjà existantes qui font que les habitants de l'autre côté n'étaient pas d'accord, et donc ont attaqué les personnes qui avaient mis les tuyaux, et finalement se sont fait tirer dessus et sont mortes. Donc effectivement, on est dans un rapport de plus en plus compliqué et politique à des ressources qui sont présentes, bien qu'en moindre quantité, mais qui sont aussi de moins bonne qualité. Et donc il y a toute cette question-là dont il faut tenir compte. Il n'empêche que si on regarde le cas des situations d'effondrement, comme l'effondrement du Liban ou de la Syrie, on voit que localement, des acteurs se mobilisent, parce qu'en fait, on ne se laisse pas mourir, et qu'on essaie de se remobiliser. Et des acteurs locaux vont proposer des types d'alternatives. On le voit par exemple sur le développement du goutte à goutte, qui ne se fait pas forcément sur incitation politique ou institutionnelle avec des agences de l'eau, des chambres d'agriculture ou autres, mais qui va se faire parce que individuellement, les personnes connaissent des nouvelles techniques d'irrigation et donc vont les mettre en place. Mais voilà, ça se fait localement. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'échelle du politique, du fait de l'effondrement des institutions étatiques, la réponse politique se fait à une échelle plus locale. Ce qui pose problème, puisque finalement, on n'a pas de possibilité d'égalité du fait d'une absence d'une politique plus générale. Mais j'ai pas beaucoup plus de réponses à vous apporter. Non, mais c'est très clair. Moi, simplement d'un mot pour répondre à Guillaume. Enfin, simplement, effectivement, moi, ce matin, j'ai voulu brosser quelques lignes sur la nature du régime politique et la capacité d'un État à répondre à la question de la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est plutôt le fait des pays émetteurs de gaz à effet de serre, donc les pays industrialisés. Bon, je pense que, je ne vais pas refaire la démonstration, que les régimes démocratiques sont, pour l'instant en tout cas, les meilleurs. Et d'ailleurs, on voit, je complète ce que je n'ai pas dit, mais dans les démocraties qui sont menacées par les nationaux-populismes, on voit bien en général que ça s'accompagne de climato-scepticisme. Bon, ça c'est une chose que je n'ai pas pu dire ce matin, mais ça c'est une part de la lutte contre le changement climatique, et j'en reviens à la question de Guillaume. Encore une fois, effectivement, il y a une responsabilité des pays industrialisés en tant qu'ils ont produit le changement climatique, et ça renvoie à la question de la justice climatique, on est tous d'accord là-dessus, qui balbutie, mais en même temps, on ne peut pas faire fi de la responsabilité de certains États autoritaires le plus souvent, prédateurs, c'est un libéralisme prédateur, qui sont loin de protéger les populations, qui décuplent le mésusage de la ressource. Il faut voir combien la ressource est mal utilisée du fait de comportements d'États qui sont des États forts, ce n'est pas des États forts, et qui entretiennent des filières de corruption de façon éhontée, et donc qui décuplent l'effet du changement climatique. Autrement dit, il y a la question de la justice climatique, mais il y a aussi la question de la transformation ou de la réforme politique. On doit tenir les deux. On doit tenir les deux. Voilà.
Pardon d'avoir pris un peu le micro. Joanne, qui est la maître du temps, la maîtresse du temps, me dit que c'est fini. C'est fini ? On fait une pause. On fait une pause de 5 minutes. Merci à vous trois, c'était très bien, très complémentaire. Oui.